quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série Culture de mode avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Merci à vous, chers auditeurs, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi noter, laisser un avis. Je serai ravie de vous lire et de répondre à vos commentaires. Le pantalon, mais d'où vient ce vêtement? D'où vient ce nom? C'est une pièce portée aujourd'hui par tous, à tout âge. Ces coupes définissent même les décennies de notre XXe siècle, mais il n'est pas si jeune que ça. Il a une histoire intimement liée aux évolutions techniques pour sa fabrication et il nous questionne sur notre culture sociale des apparences, le pantalon. Vous trouverez dans la description les liens vers les livres ou les ressources dont on peut parler durant l'épisode. Habillé habilleur, bonne écoute! Deux canons, des jambes qui sont couvertes séparément. Enfin, on a eu plein de noms. On l'appelle le pantalon pour nous maintenant, mais on l'a appelé la culotte, les jambières, les ringaves, les brais, les chausses. Mais d'où ça vient et puis, est-ce que tous ces noms parlent de la même chose? Alors, tu l'as vu quand, toi, Audrey, le pantalon? Bon, on retrouve des pantalons extrêmement tôt, même avant l'Antiquité. Mais durant l'Antiquité, on a repéré plusieurs formes de pantalons, surtout plusieurs matériaux. Donc, un pantalon en tissu, on dirait somme toute assez classique, mais un pantalon en cuir qu'on peut porter, je ne sais pas, dans des soirées un peu particulières aussi, ou de manière quotidienne, afin de s'affirmer de cuir. Ça reste un vêtement, c'est vraiment un vêtement fondamental. Parce que je vous déconseille de faire du cheval en jupe. C'est ça. L'équitation, c'est pas... En plus, si vous êtes un garçon, je ne vous en parle même pas. Mais je vous déconseille totalement. En fait, on a repéré donc, des pantalons d'abord qui s'arrêtent aux chevilles ou aux mollets, donc pas du tout des culottes courtes, dirais-je, chez les Chinois, chez les Mongols, chez les Phrygiens et chez les Persans. Donc ça fait quand même pas mal de monde. On a aussi des représentations anciennes sur des céramiques, grecques notamment, qui indiquent des cavaliers masculins et féminins, donc des cavalières également, avec des bas à rayures, à pois ou à carreaux. Ah oui, c'était... Donc déjà, voilà, il y a quelque chose qui se passe quand même. Enfin, c'était bien développé, quoi. Voilà, on n'est pas là pour porter du moche, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a une attention en tout cas qui est pas... Parce que le poids n'est pas obligatoire. Oui, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu parles des Grecs, mais moi je pense ensuite tout de suite aux Romains. Les Romains, moi je pense encore à leur... Enfin, je dis bref, mais leur petite jupe et tous ces pans et tout ça, puis de l'armure. Enfin, on voit très peu... Ils sont à cheval, alors, bon... mais ceux qui sont en petite jupe, comme tu dis, ou même la toge grecque, bon, à cheval, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Mais oui, mais même s'ils sont à cheval, oui, il y a sûrement ce pantalon, mais il est toujours recouvert de tout le temps de l'armure et tout ça, mais il ne se retrouve pas au quotidien, en fait. Non. Ouais. Il est, parce que moi, j'avais lu qu'il était vraiment même limite rejeté, quoi. C'est pas une pièce du quotidien. En fait, là, je t'ai parlé des Chinois, des Mongols, des Phrygiens, des Persans. Ouais. J'ai pas dit les Romains, quoi. Ouais. Voilà, c'est que là, il y a aussi... Il y a eu une cassure, quoi. Il y a une culture de civilisation, quoi. Ouais. Voilà, tout simplement. Mais c'est surtout les civilisations à cheval. Nomades, également, dans la guerre. Et c'est ce qu'on retrouve chez les Celtes, ou les peuples germaniques, également les Sarmates, qui semblent les premiers à porter des pantalons en lin servant de sous-vêtements dès la fin de l'âge du bronze et du fer, quand même. Ah oui. C'était bien là développé. aussi, il y aurait tout un langage les gens à travailler sur le sous-vêtement qui, en fait, reste quand même une des grandes questions. Oui, parce qu'on croit que alors on ne sait pas grand-chose. Oui, parce qu'on croit que le sous-vêtement, c'est quelque chose de très contemporain, on va dire, mais alors que pas du tout. Enfin,
C'est que juste qu'on a peu de... Il y a des questions qui se posent et puis ensuite, Ah oui. ça va dépendre d'où on parle, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que si on parle de chez nous, qu'on fait quelque chose de super européocentré, voilà, l'européen ou le français ou l'Europe occidentale qui regarde son nombril, évidemment, il y a des trucs qu'on ne va pas capter. Ça n'empêche que tu as raison. Les Grecs et les Romains de l'époque classique, hein, alors ils considèrent le pantalon comme un vêtement, le vêtement des barbares, hein, l'habit des barbares. Ouais. Et ils s'efforcent évidemment de se distinguer. Hein. Il y a des moments, le pantalon c'est quand même bien plus pratique. Mais au deuxième siècle, au deuxième et au troisième siècle, les soldats romains, on voit la pratique arriver. Et ensuite, du coup, le peuple, on a beaucoup de vêtements comme ça qui viennent des armées, en fait. Oui. On en a déjà parlé pour la standardisation des vêtements. Oui, avec Napoléon. Voilà. Et commencent à l'adopter. Voilà. Ils adoptent le pantalon deuxième et troisième siècle à des fins pratiques. Et ben, ça énerve tellement les Romains qu'on va même l'interdire à Rome sous peine de sanction. C'est quoi? C'est plus qu'en pantalon. Ah ouais. Bon, la chute de l'Empire romain, la chute de l'Empire d'Occident va faire que le Romain, en fait, il ne va plus décider des normes. Hein. Et donc, du coup, durant le haut Moyen-Âge, hein, au tout début du Moyen-Âge, à la fin aussi, on repère ce que tu disais en intro, des chausses en laine qui sont fixées à la ceinture et sont portées sous des tuniques longues ou courtes. Ouais. Mais quand on parle de chausses, on pense tout de suite chausses, chaussettes, voilà. Et c'était une espèce de bas en fait, comme des bas. Et tout droit. Et comme tu l'as bien dit, c'était ceinturé parce que on avait. Enfin, c'est quand même complexe de se dire. On n'a pas l'élastique. Oui, voilà. On n'a pas l'élastique. On n'a pas l'élastique. Si on utilisait des boutons, il faudrait quand même faire pas mal de sur-mesure. Enfin, c'est plus complexe. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on n'y est pas encore. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu dis elles sont toutes droites parce que déjà elles sont mixtes. Elles n'épousent pas spécialement les hanches des femmes. Voilà. Déjà elles sont mixtes. Et en fait, elles servent à quoi? Parce qu'on peut quand même se poser la question, finalement, si tu as une robe longue, se protéger du froid. Hein. Oui, tout simplement. J'ai envie de vous dire, c'est les premiers collants en laine. Le pantalon, les collants. C'est ça. Et puis, petit à petit, le Moyen-Âge fait que c'est aussi le temps de la robe, enfin aussi. Et donc, on le voit un peu moins. Non? Enfin, on le voit un peu moins. En fait, il y a un mix entre la robe, on va dire, donc la forme robe dont on parlait, voilà. La forme robe grecque-romaine, hein, et toutes les modifications que l'évolution induit. Un mix entre ça et puis le cavalier, le nomade barbare, le celte. Donc, on a une véritable, finalement, négociation des corps dans le pantalon qui garde un pied dans le passé, mais un pied dans l'avenir également. Et encore une fois, l'armée, de toute façon, elle est toujours partout. Hein, si vous voulez éviter de faire l'histoire militaire, c'est bête parce que ils ont quand même... c'est eux qui font les innovations techniques, technologiques, toujours. Et là, on a, donc, au milieu du XIVe siècle, une modification de l'armure qui va passer, vous savez, de la cotte de maille, ce grand bijou qu'on porte sur tout le corps, aux plaques. Yes. Donc avec des plaques. Et les chevaliers vont donc avoir besoin de couvrir leurs jambes. Et là, ils vont, donc au XVe siècle, on va avoir donc un bas avec des pieds attachés et qui est considéré comme le premier pantalon. D'accord. Est-ce que c'est lui qu'on attachait au pourpoint? Enfin, il y avait des ficelles au bout et du coup, c'était attaché en fait à la pièce du dessus, enfin d'en haut plutôt, et avec des boutons et c'est ça? Ah oui, on est passé du ceinturage à quelque chose de du coup un peu plus souple entre guillemets. Oui, il y a toute en fait c'est la nécessité des corps finalement et de la prise en
des corps, de la représentation des corps. On cherche toujours l'ajustement. Hein. Oui, c'est sûr. Là, hein. Mais parce que c'est vraiment complexe. Hein. La fourche, il n'y a toujours pas une vraie belle fourche au Moyen-Âge encore. Hein. Non, mais C'est... les techniques de coupe, elles sont différentes. Les matériaux, ils sont super, ils sont quand même épais. Hein. Et assez rêche, dur, quoi. Et d'aiguilles. Et ah oui, les aiguilles, ouais. Ouais, oui. enfin, bon, tu vois, t'as un matériau épais, t'as une aiguille qui n'est pas l'aiguille qu'on connaît nous. Hein, voilà. Hein. Donc ça, on ne peut pas être dans une précision. C'est sûr. Puis le forgeron qui travaille, tous les métiers qui travaillent le fer et les métaux, ils étaient plus concentrés à créer des grosses armes que des petites et fines aiguilles. Il faut arriver à des systèmes techniques d'une extrême précision. Et donc là, il faut encore attendre, hein, là, clairement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu armure, pantalon. Eh bien, ça y est, c'est destiné aux hommes. Là, le genre du pantalon, alors tout à l'heure, on disait que c'était mixte, là, quand il n'y avait pas les pieds. Le genre du pantalon, au XVe siècle, est fixé pour plusieurs siècles. Ouais. Comme quoi, les sociétés sont quand même assez statiques. Hein, ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, on voit dans les tableaux, j'avais vu un exposé sur l'histoire de la braguette, et qui, justement, au Moyen-Âge, a commencé par un étui d'abord, puisque il y avait ces deux canons de jambes, et on voit que les portraits ne sont plus des portraits dans les peintures, mais de plus en plus bas, et pour voir le haut des jambes et cette entrejambe de plus en plus forte. Alors que l'entrejambe, oui, les corps féminins et les corps masculins, en fait, à cette époque-là, sont des formes géométriques. La force qui qualifie l'homme, c'est la force du buste, donc qui est large, avec des manches larges également, rembourrage également du pourpoint, rembourrage de ce que tu disais, la braguette. Et par contre, en dessous, c'est tout les jambes filiformes, une vraie danse minuscule. Et la femme, en fait, se retrouve plus dans la danse et dans du serré sur le buste. Ouais. Par contre, le bas qu'il faut cacher parce que ce bas-là, rappelons-le, hein, permet d'avoir des enfants et donc est synonyme de reproduction. On le cache là. Hein. Ouais. Donc c'est la force du buste chez les hommes et qu'on le veuille ou non, hein, la force du bas des femmes. C'est un registre céleste pour les hommes et un registre terrestre pour les femmes. Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai, hein, c'est très triangulaire chez la femme à cette époque-là. On reste au Moyen-Âge, hein, un petit triangle en haut et un très très large triangle sur le bas. En fait, c'est pareil pour l'homme, mais c'est inversé. Ouais. Et le triangle, d'ailleurs, le V chez l'homme est resté encore aujourd'hui. C'est ancré dans la tête de l'homme. Quand je travaille avec des clientes, ils disent mais moi j'ai des épaules trop fortes, je suis pas du tout. Et tout de suite, elle se juge elle-même en disant je suis pas du tout féminine. Non, en fait, pas obligatoirement, c'est vraiment. Oui, mais les lignes corporelles. Ça relève de l'histoire des mentalités et s'il y a bien un truc qui est ultra difficile à bouger, c'est bien ça. Hein. Ouais, mais c'est dingue parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, au Moyen-Âge, il y a des choses qui sont ancrées vraiment dans notre société occidentale, dans notre regard du corps et du vêtement et dans notre définition de qu'est-ce qu'un vestiaire masculin, qu'est-ce qu'un vestiaire féminin. Bon, ensuite, après, ça a bougé. Il s'agit bien d'une construction sociale qui abuse en fait des traits physiologiques qui relèvent d'une masse musculaire qui est différente chez l'homme, qui n'est pas placée aux mêmes endroits, d'un squelette qui diffère également. Donc je dis bien physiologique. Hein. Ouais. Et du coup, parce que le pantalon, il ne s'arrête pas, enfin, on ne l'appelle pas encore vraiment pantalon à cette époque-là, mais
suite au Moyen-Âge, suite à ces ancrages, on va dire, sociaux, qu'est-ce qui se passe pour cette pièce? Alors, Parce que moi, j'ai rien après, les jusqu'à hommes, 1800. ils vont adopter des tuniques plus courtes pour montrer Ouais. leurs jolis pantalons. Ils sont tellement précieux. Leurs jolies choses, donc voilà. Et les femmes vont garder leurs jupes longues. Hein, voilà. Ah, alors là, différenciation totale. Ouais, ouais. Ouais. Là, on a donc plusieurs modifications qui ont lieu, notamment une division du pantalon en deux, avec un laçage au genou, ou Oui, encore des du coup. culottes plus larges, découpées, qui sont doublées d'étoffe, vous savez, colorées à l'intérieur. On retire pour dire « Ah, t'as vu, j'ai pu m'acheter ce rouge-là qui est juste en dessous. » Donc, le sous-vêtement devient vêtement. Vous voyez, l'intérieur, le dedans sort, donc se montre au dehors. Là, il y a une vision de l'intimité. Donc, on va les... Et en fait, ça, c'était porté aussi par les soldats mercenaires au début. Ils sont toujours là, les mecs. Ouais. Et on a beaucoup de lois somptuaires et de moqueries. Donc, des lois somptuaires qui disent non, mais on ne peut pas, donc qui limitent la somptuosité, on ne peut pas porter une culotte aussi rembourrée parce que c'est too much, quoi, voilà, par rapport à. Et puis là, on est en pleine société chrétienne. Par rapport à l'humilité et tout ce que ça peut, tout ce que ces beaux tissus là qui sortent, qui se montrent, peuvent dire de la richesse du porteur. Bon, Ah oui, pas pas cette sobriété, en fait, elle va venir normer, en quelque sorte. alors ils Parce que... essaient, non, ça Ok. marche pas. De toute façon, Oui, les lois oui. somptuaires, elles sont faites pour être Brisé. détournées, quoi. Voilà, Détourné. donc la culotte extra large et rembourrée devient une super mode au XVIe siècle. Et là, dans les années 1670, elle est plus sobre. Voilà. Pourquoi elle est plus sobre au XVIIe siècle? En fait, on amène de nouveau. Il y a une production. Alors, le terme n'est pas tout à fait. On a plus d'industrie, on a plus de manufacture. Pas une production de masse, mais par rapport au XVe siècle, par exemple, on allait chercher notre dentelle en Hollande ou au XVIe siècle, ou alors sur l'île de Burano devant Venise. Bon, déjà, on a un peu plus de manufacture à domicile, tout ça. Donc, en fait, le propos ne va plus porter sur le bas, mais sur le haut, ou alors là, on va faire... voilà, on va aller à fond sur la broderie, On va péter le s'amuser. bleu clair, C'est ça. et c'est rêve parti, quoi, avec la Oui, bah dentelle oui. qui sort de partout. Entre les couleurs, la dentelle et tout, ben oui, c'était le développement des techniques et de la chimie. Voilà. Ouais. Bah, par contre, c'est Et la fin de la fête après. Hein. oui, parce que j'allais dire fin du 18e, là, Ah bah, il se passe. révolution, hein, Et voilà, et puis on semer les parle. clairons, C'est ça. ces attributs aristocratiques, là, qu'est-ce que c'est? Ces culottes, Voilà, exactement, j'allais dire ces culottes, là. voilà, ces culottes moulantes, là, tout ça, quand je les vois, bah, je pense au roi, je pense aux privilèges Donc j'en veux que plus. j'ai décidé de ruiner en 89, entre autres, quoi. Bon, Ouais. il y a toute une évolution des mentalités et cette révolution silencieuse des Lumières qui intervient psychologiquement. Bon, ben, on dit non, non, hein, maintenant vous allez me porter un pantalon large hein, qui va aller de la taille aux chevilles, hein, puis ça vous permettra de travailler, les mecs. Ouais. Et Parce puis que c'est avec vrai que des... quand même, dans le petit cycliste moulant, c'est pas... Et puis du coup avec comment on dit des dents, enfin pas des dents, mais bassesses, on les appelle les fameux sans culottes. Du Voilà, coup, voilà, on voilà, en parce arrive que à de là. la culotte au pantalon, qui désigne donc ces hommes de la Révolution, voilà, et qui est clairement une conséquence. Hein, vous voyez, la Révolution, elle n'a pas que des conséquences politiques, hein, elles relèvent des apparences. Bah, on l'exprime Mais ce dans pantalon, tout notre enfin, quotidien, quoi. tu vois, le pantalon taille cheville, Pantalon long, quoi. voilà, quoi, le pantalon, bah, l'homme ne le quittera jamais. Mm. Alors, on peut dire, oui, mais les jupes aussi, et les robes, oui, alors c'est quand même l'exceptionnel qui confirme la règle, on ne peut pas faire
voilà, enfin, Jean-Paul Gaultier a sorti des jupes longues, mais bon, Ouais. ça arrive quand même rarement et c'est très très beau. Et on l'a dit pour la robe, c'est bien plus confortable pour les hommes et beaucoup sont d'accord avec nous. Et là, étant donné qu'il se retrouve avec ce pantalon, pas hyper travaillé, bah, ça va de, voilà, l'industrie du pantalon va se développer dans la première moitié du 19e siècle. Les pièces vont considérablement varier, elles seront longues, serrées ou à plis larges, chacun son style en fait. Il va s'ajuster en fait là. Voilà. Il va se... Et par contre, je tiens à souligner, on reste sur un vestiaire encore, enfin, une pièce masculine, puisque j'ai lu que j'avais lu que en 1800 là, il y avait une ordonnance qui interdisait aux femmes en France, en tout cas, de porter le pantalon. Alors c'est pas parce que les nanas, il faut relativiser et prendre en compte cette. C'est pas parce que les nanas débarquent en pantalon, hein. Oui. Faut arrêter de. Voilà. Il n'y a pas de nana en 1800 qui sort dans la rue, genre en pantalon, quoi. Pas sur la pile, la nana. Non, c'est pour éviter le travestissement. C'est ça. Donc, si tu te travestis, tu peux aller voler aussi. Enfin, toi, ce genre de truc, quoi. Oui. C'est vraiment contre le vol. En revanche, on a le développement d'un pantalon dans les années 1840 pour les femmes, le bloomer. Et ce pantalon, il est associé au militantisme pour les droits des femmes et au mouvement pour la tempérance. Donc, il s'appelle bloomer parce que Amelia Jenks Bloomer, qui est rédactrice en chef de la revue Lily, Lily, milite en fait pour une réforme vestimentaire. Dans les rues de New York, elle porte des ensembles donc, composés d'une jupe courte portée sur un pantalon à la turque. Donc en gros, il faut s'imaginer une culotte bouffante, quoi. C'est pas un slim, hein, taille basse, quoi. Hein. Oui. Donc ces culottes bouffantes, les filles arrivent à en trouver un usage concret, pour dire aux autorités, non mais quand même, c'est par exemple avec le développement de la bicyclette. Alors, on l'appelle bloomer parce que les revues américaines l'ont associé immédiatement à cette militante, hein, Amelia Bloomer. Donc, elle porte son nom. Alors, on l'identifie comme un pantalon de la liberté, quoi, qui permet de bouger. Mais en fait, il y a un petit antécédent, tout petit. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, avec le développement de l'exotisme, les relations qui se développent, les échanges qui se développent avec le Moyen-Orient, quelques Européennes et Américaines ont emprunté cette espèce de sarouel, mais pour se déguiser, quoi. Oui. Ils n'allaient pas chercher le pain avec, quoi. De nouveau, pour les fêtes, pour les événements, ça restait ponctuel quand même. Voilà. Et ensuite, on a l'utilisation de ce pantalon large dans les structures médicales, notamment de Thalasso. Après, il allait je ne sais pas si on va aller jusqu'à démocratiser, mais il allait sortir d'un vestiaire typiquement masculin à, en fait, il allait pouvoir se généraliser grâce aux fonctions, voilà, le médical, les métiers aussi qui s'élargissent. Pour donner un truc aux femmes, hein, faut qu'elles deviennent utiles. Hein. Oui, c'est ça. Le droit de vote, c'est bon, déjà il est quand même très tardif chez nous, ça m'a fait plaisir. Mais bon, l'école gratuite, c'est cool hein, pour les enfants, puis ça permet aussi aux nanas d'aller bosser. Mais du coup, là, le pantalon, petit à petit, rentre dans le vestiaire. Mais il y a aussi, c'est surtout, comme tu le disais, le vélo qui arrive au XXe siècle. Ouais. Tout début. Ouais. C'est même 1890-1910 hein, dans cette période. Ouais. Et du coup, nous, on l'appelle. Ça ressemble très. C'est vraiment le bloomer, mais nous, on a gardé un peu. On a appelé les sans-culottes, les culottes, les sans-culottes. Là, on l'appelle jupe-culotte. Ouais, et absolument. Une jupe-culotte, c'est un pantalon, en fait, à la base. C'est très trompeur. Et nous, on reste bien français avec notre histoire et on se donne ce nom.
Ce qui est intéressant, il ne faut pas en faire un truc féministe non plus. Non, absolument, mais c'est Parce juste que... l'histoire. Hein. Ouais. Non, mais c'est vraiment le sport. Hein. Ouais. Quand les femmes ont été utiles. C'est l'activité. Parce que Amelia Bloomer, en fait, elle rebrousse chemin. Parce qu'en fait, quand elle va faire des conférences en public, les gens, ils regardent son pantalon, les journalistes, ils viennent pour son pantalon. Donc, son message passe plus. L'auditoire prête plus d'attention au pantalon qu'au contenu du discours. Donc, les activistes féministes décident de cesser très rapidement de le porter en public. Et elle, alors ça nous semble hallucinant, mais il faut recontextualiser. Ouais. Elle va dire, non, mais je l'abandonne définitivement en 1858 parce que quand même la crinoline, ça permet de supporter le poids des jupons et ça me permet de plus bouger. Ah bah mince. C'est deux salles, deux ambiances hein, par rapport à notre époque, hein, bon, évidemment. Hein. Mais parce que là, nous, on regarde avec un regard très 2020, quoi. Et ça, tout de suite, on politilise. On contextualise, mais en fait... Voilà, mais c'est bien de recontextualiser voilà. Et que ça ne s'est pas fait tout seul. Et c'est intéressant de voir vraiment, en fait, l'évolution sociale par le vêtement, et puis comme en revenant dans ce début 20e, fin 19e et début 20e, avec justement ces vestiaires qui évoluent grâce aussi et qui font évoluer aussi la société. Ouais. Ouais, mais l'histoire de Bloomer, moi, voilà, ce droit au pantalon qu'elle a réclamé, donc qui lui a été refusé, en fait, la technique, et notamment la mise en usine de la fabrication des crinolines qui ont été fabriquées en série, avec des matériaux plus légers, notamment, on est en pleine révolution industrielle. Là, on va vers la deuxième révolution industrielle, donc on est bien hein, sur les matériaux, la chimie, tout ça. En fait, va aussi lui faire abandonner le truc, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve une solution moyenne, mais les femmes ne sont pas encore assez, les communautés assez bien structurées pour mettre en ordre leurs réclamations. Et dans les années 1860, on a aussi une palette de couleurs beaucoup plus discrètes pour les pantalons. Ça devient un instrument de la discrétion, d'une certaine neutralité. Et on doit parler du cyclisme, mais on doit effectivement au sport et au loisir, ce développement du pantalon, qui en fait finalement le terrain de sport et le terrain de loisir masculin d'abord, devient un terrain d'expérimentation pour le développement des jeans, des bermudas ou même des chinos. Les femmes, là, portent toujours, donc elles doivent demander, pour porter un pantalon, elles devaient demander une permission à la préfecture de police au XIXe siècle. Quelques-unes en ont eu, notamment Georges Sand. Et il faut le justifier par le travail. Ouais. C'était les seules raisons, c'était ou médical ou le travail. Voilà. Sachant que médical, Quand même. même. Pas encore trouvé le truc, hein. Au contraire, le pantalon. Voilà. Ouais. Mais après la Première Guerre mondiale, l'opinion négative qui pèse sur les pantalons de plage ou les pantalons de soirée, notamment en soie, va petit à petit, alors je parle de pantalon de plage, pantalon de soirée, enfin, je veux dire la nana qui est dans le village je ne sais quoi. Oui, elle n'est pas là. C'est exceptionnel. Donc petit à petit, l'opinion négative, voilà, s'atténue. Mais il y a quand même quelques scandales ponctuels, hein, faut pas. Oui. Et ça me fait penser que, en fait, c'est aussi la médiatisation et les médias de mode qui font qu'ils s'en mettent là-dedans, ils rentrent dans cette brèche, et puis ils instaurent comme, c'est le smoking de Marlène Dietrich. Ouais. Il l'installe en disant, mais
waouh, le glamour hollywoodien. Enfin, puis c'est l'explosion d'Hollywood Oui, aussi à mais ce moment-là. c'est aussi, Ça elle a reste. aussi été traitée de tout. Hein, Oui, voilà, ça reste exceptionnel. Et du coup, c'était aussi l'époque de la grosse médiatisation mode, enfin des gros médias, on va dire mode. Mm. Vogue était bien installé, tout ça. On a Ils vont, Hollywood aussi, voilà, voilà. ils vont jouer un peu et Ouais. ils vont être cet entre-deux, mais ils vont l'installer aussi comme. En fait, ils vont utiliser l'argument du glamour, du nouveau glamour, pour l'installer gentiment. Mais ça reste encore En fait, euh, très événementiel et très Hollywood. voilà, pour qu'une Voilà. idée passe, donc on a évoqué Amélia, hein, on Ouais. a voilà, cette loi aussi au 19e voilà, qui impose qu'une idée passe, il faut toujours 150 ans. Je dis toujours en disant que peut-être pas de temps en temps, on peut me contredire, il y a sans doute des contre-exemples. Hein. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle de cette négociation qui est en train de se faire. C'est vrai, Il faut négocier. attendre les années 1970. Alors là, juste on tape un peu une alu. Bonjour Twiggy, quoi. Enfin, Hmm. on parle, on passe quand même d'Amelia Bloomer à Twiggy. Ouais, ouais. Donc on attend quand même très longtemps pour que le pantalon trouve sa place dans le spectre des vêtements féminins. Et quotidien. Et Voilà. quotidien. Et quotidien. Parce que juste avant, tu parlais des années 70, avant, mais il y avait années 60, on parle souvent d'Yves Saint-Laurent et son tailleur. Mais ça reste un tailleur, enfin un pantalon, ça reste événementiel encore. Et Ouais. là, du coup. Et puis de toute façon, les créations de Saint-Laurent, elles se formalisent vraiment dans les années 70. Hein. C'est Mais ça. pourquoi? C'est parce que on en voit encore plus les femmes au travail. Elles sont ravies de travailler. J'ai pas dit le contraire. Hein. Enfin, je suis ravie de travailler. Mais on a toujours l'impression que lorsqu'on donne plus de place politique aux femmes ou dans la sphère publique, c'est positif. C'est aussi une manière de les contrôler, de contrôler leur tenue, de contrôler leur maquillage. Les femmes travaillent plus dans les années 30, de fait, dans la sphère publique. Je reprécise. Hein. De fait, c'est vrai qu'un petit rouge à lèvres, vous savez, un tube, hein, comme nous on a, lipstick, Ouais. en fait, ça leur permet de rester nickel tout le temps. Et là, le fait de leur donner le pantalon, c'est aussi pour leur permettre de prendre les transports, de courir, toutes ces choses-là hein, qui interviennent. Hein. C'est pas juste, mais c'est quand même l'époque des révolutions des mœurs sexuelles, celle de l'avortement, même que la femme, à un moment, va avoir le droit d'avoir son propre compte en banque, hein, sans demander la signature de papa ou de son mari. Du mari. Ouais. Et c'est vraiment... c'est rare, enfin on a très rarement été jusque-là autant politique, on va dire, dans nos propos en regardant une pièce d'un vestiaire, mais c'est vraiment politique en fait, hein, ce fameux pantalon. On a un ouvrage superbe que je ne peux que conseiller à tous. Et là, on a une vraie spécialiste de l'histoire intelligente hein, de l'habillement. Voilà. C'est Christine Bard, B-A-R-D, pour ceux qui nous écoutent, qui a écrit en 2010 une histoire politique du pantalon, tout simplement. Et là, c'est juste au top. Quoi. Elle explique que le costume, le vêtement, reflète l'ordre social et le crée, permettant notamment le contrôle des individus. Et vraiment, alors Bard, elle ne s'inscrit pas dans une histoire de la mode comme on peut l'entendre de manière négative, désuète et une histoire des silhouettes, mais dans une histoire à la croisée de l'histoire du genre, de l'histoire politique et de la culture matérielle. Pour elle, le vêtement est un objet genré, socialement construit, qui fonctionne comme un symbole de pouvoir et qui a une signification politique. Bon, alors évidemment, quand on pense à l'épisode qu'on a fait sur la robe, c'est exactement ce on est dans cette veine-là où on disait, non, toutes les toges, toutes les tuniques, c'était pas les mêmes quand même pour les hommes et pour les femmes. Il y a des différences, quoi. Donc, c'est pas
Et puis ensuite, il y a une autre, ça c'est un développement qui est plus récent, qui date, je peux dire 5-6 ans. Donner une pièce du vestiaire masculin aux femmes, c'est juste leur donner une pièce du vestiaire masculin, quoi. Les hommes ne récupèrent pas les pièces du vestiaire c'est féminin. pas un échange. C'est Voilà. pas un échange. Donc il y a toujours finalement peut-être une femme qui est en train de s'adapter, de se calquer, d'adopter les activités masculines. En tout cas, peut-être que la femme ne le voit pas comme ça, et je pense. Hein. Mais un contexte qui fait que la ligne droite, c'est celle des hommes. Quoi. Ouais. C'est l'exemple à suivre, c'est ça. Et on le voit, pardon. On le voit aussi du coup, dans cette symbolique du pouvoir, quand on a la businesswoman, elle est tailleur pantalon, elle est la première, elle est alors que tailleur jupe, elle était encore assistante, c'était les années 50, voilà, et tailleur pantalon. Mais c'est super intéressant, mais je trouve que c'est en train de changer. Intimement, on va dire. C'est plutôt cet échange est en train de naître, j'ai l'impression, mais c'est pas avec le pantalon, c'est plutôt avec les accessoires. Tout ce qui est bracelet, bague, ça commence. Ouais, mais à la fois, c'était des accessoires masculins. Oui, mais ça a été très féminisé ces derniers temps aussi. Ouais. Mais ensuite, je crois qu'il faudrait en fait rediscuter le genre plutôt. Le genre est une construction sociale, beaucoup plus qu'une construction biologique, dans le vêtement. Ah oui, dans le vêtement, mais c'est parce que je trouve qu'il y a deux discussions. Là, il y a le scientifique et puis après, mais c'est le vêtement en soi. Est-ce qu'il doit être genré en fait? C'est ça ma question. Et si en fait notre identité, elle était du corps et quel que soit le vestiaire porté, on reste qui on est en fait. Ça paraît un peu abstrait ce que je dis, mais non, mais ensuite c'est pas, il faut pas non plus se sentir contrôlé. Ouais, c'est ça. Trop. Ou soi-même se catégoriser en disant je veux être femme, alors je me mets des robes. Enfin. Ouais, mais c'est complètement une appréciation personnelle en fait. C'est ça. Mais qui est sous une pression de la société, je veux dire, c'est une évidence. Quoi. Enfin, et je vous conseille aussi, puisqu'on a parlé du pantalon, toujours Christine Bard, hein, très fort, très cool, très fort. Ce que soulève la jupe. Okay. Voilà, un de ses ouvrages également. Alors bon, ensuite, ça peut être un peu redondant par rapport à l'histoire du pantalon. Parce que l'une appelle l'autre. Non, mais de fait, l'une appelle l'autre. Mais ceux qui s'intéressent plus aux jupes, là, ils veulent tout savoir sur la jupe. Voilà, vous allez direct sur la jupe. Et si ensuite, on va avoir il y a une perspective un ouvrage extraordinaire de Sean Cole, C-O-L-E, qui est sur le vêtement gay. Qui est paru en 2000. Alors, vous voyez, 2010 en France, 2000 aux éditions Berg International, donc en anglais. Voilà, on est un petit peu à la bourre. Ouais. Et c'est vraiment super intéressant de voir combien le pantalon est lié à notre identité, aux vêtements. Voilà, on a vraiment centré sur le pantalon. Et je reviens sur quelque chose de très terre à terre. Mais je me suis demandé, pantalon, c'est vraiment pas un mot qui fait français à la base. Et je me demande si c'est pas italien. Oui, et je crois que c'est italien parce que quand j'étais petite, je faisais du théâtre à Commedia dell'arte Pantalone. et Pantalone, c'est un des acteurs. C'est le personnage, ouais. C'est le bouffon, le bouffon. C'est celui qui fait des danses, qui marche très bien avec les gens. Culotte longue. Exactement. Ouais. Et du coup, ça vient de ce mot qu'on a gardé nous en français vient de l'italien parce que je me disais mais l'anglais trousers, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune étymologie commune. Souvent, il y en a.
Et voilà, enfin bref, c'est vraiment une histoire Donc, le riche en tout cas. bouffon porte un pantalon. Voilà, sachez-le. Au moins, là, il n'y a aucune question de genre. Mais c'est à l'époque, on aime bien les bouffons. Enfin, on n'a pas encore mis les fous, et là je pense à Michel Foucault, on n'a pas encore mis les fous dans des asiles, ce genre de truc. On garde le fou à côté parce qu'il nous fait rire. On le trouve cool encore au 16e. Ouais. Bon, Et après, puis contrôle des populations asiles. Voilà, exact. Avec les femmes aussi qui sont un peu hystériques. Ils sont un peu séniles et hystériques, ouais, c'est ça. Pas très stable. Voilà. Et en tout cas, très riche histoire, ce fameux pantalon, ça ne s'arrête pas là. Il y avait plein de lectures. Merci en tout cas pour ces partages aussi, Audrey. Et voilà, on voit encore une fois que le vestiaire nous apprend sur nous, êtres humains, et sur l'histoire humaine en fait, et nos rapports sociaux, quoi. C'est vraiment dingue. Vous voulez réagir à cet épisode? N'hésitez pas à m'écrire sur contact@qu'est-ce-que-la-mode.com.